todos. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle conférence sur les 150 ans de la Commune de Paris. Aujourd'hui, c'est le dernier chapitre de notre cycle de conférences pour célébrer cet anniversaire si particulier, cet événement que nous avons souhaité promouvoir à l'initiative franco-chilienne pour les hautes études en sciences sociales et l'Institut français, et notamment dans le contexte chilien de transformation sociale et politique. Depuis le mois de décembre, nous avons accueilli différents invités français et chiliens pour discuter de cette période historique et voir quel a été l'héritage de ce processus historique en Amérique latine et également au Chili. Et c'est aussi une occasion de réfléchir à la démocratie et de réfléchir au modèle qui pourrait inspirer les transformations qui ont lieu au Chili actuellement. Ce moment historique du 19e siècle a eu un accueil très particulier en Amérique latine et aujourd'hui, nous allons parler de l'accueil qu'a eu ce mouvement du communalisme pour comprendre comment différents pays se sont inspirés et ont pu s'approprier du modèle de la commune pour créer d'autres modèles politiques, pour créer d'autres formes d'exercer le pouvoir. Donc, nous sommes à notre dernière conférence de ce cycle organisée par l'Institut français et l'initiative. Et c'est un moment aussi pour réfléchir à l'avenir de la Commune de Paris. Et c'est le moment aussi de voir comment d'autres espaces géographiques et d'autres époques ont pu s'inspirer de ce mouvement. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Sauvêtre, qui a travaillé sur l'histoire des changements de l'État et des crises et les transformations des modes de gouvernement. Il s'est intéressé notamment à l'œuvre de Michel Foucault. Et donc, c'est très intéressant d'accueillir Pierre aujourd'hui dans le cadre de notre collaboration à l'initiative franco-chilienne. Et Pierre Sauvêtre a travaillé sur le concept d'expérience pour comprendre comment le pouvoir naît et comment on peut analyser les différentes expériences possibles. Ces recherches portent notamment sur les mouvements autour du commun et l'avenir de la Commune de Paris est donc un sujet qui l'intéresse tout particulièrement. Il va discuter aujourd'hui avec Rodrigo Carni, doctorat en philosophie de l'Université du Chili, professeur au Centre des études arabes de la faculté de philosophie à l'Université du Chili. Et Rodrigo travaille sur la pensée contemporaine et la pensée médiévale en Grèce et dans le monde arabe. Et donc, c'est un chercheur qui a aussi travaillé sur les héritages et la manière dont on conçoit le pouvoir dans le passé et actuellement dans le présent. Je vais donner la parole à nos invités et ensuite, nous allons entendre la conférence de Pierre qui a déjà été enregistrée en France pour avoir une meilleure qualité de son. Et après la conférence de Pierre, nous aurons un moment d'échange entre Rodrigo et Pierre et aussi un échange avec le public. Alors, pendant la conférence, je vous invite à poser des questions sur le chat de Zoom et Laurie Champeau qui travaille à l'Institut français, l'équipe de coopération scientifique et qui a organisé avec notre équipe ce cycle et que je profite pour remercier. Elle sera là pour modérer les questions à la fin. Alors Pierre, si vous souhaitez
dire quelques mots. Je vous remercie tous les deux d'être là et pour discuter du Chili. Je dois parler, c'est ça? Si tu veux. Pour me présenter. D'abord, merci beaucoup à tous de m'avoir invité à faire cette conférence. Donc, c'est vrai que je m'intéresse depuis quelques années, depuis en fait les mouvements de 2011, les mouvements du printemps arabe, les mouvements des places qui ont eu lieu en Europe, notamment de plus près aux questions de démocratie, d'assemblée, et aussi aux questions qui concernent ce qu'on appelle les communs ou parfois les biens communs, la gestion de ressources ou d'activités de façon autogouvernée, et à la manière dont, au fond, ces formes démocratiques d'assemblée et ces communs peuvent fonctionner ensemble pour dessiner d'autres modèles politiques et économiques. Voilà, et là, par conséquent, euh, les sujets qui m'intéressent sont à la fois les expérimentations de ce type qui existent aujourd'hui, mais aussi la question du passé, de l'histoire, et de comment des formes d'assemblée démocratique, de communes et aussi de communs font partie de notre histoire et dessinent d'autres expériences et d'autres possibilités pour le futur. Donc, c'est aussi la manière du coup dont ces formes dans le passé ont décliné, et éventuellement la manière dont elles réapparaissent aujourd'hui qui peut être intéressant. Et donc dans cette histoire-là, il y a le moment important, en particulier dans l'histoire française, même si elle a eu des retentissements mondiaux, de la Commune de Paris. Donc voilà, c'est un peu dans ce cadre-là général qu'on a pu faire la discussion que vous allez écouter, à la fois les possibles démocratiques du futur et la manière dont ils s'inscrivent dans une histoire. Gracias, Pierre. Merci beaucoup pour cette brève introduction et merci y gracias por estar presente con nosotros hoy. Merci Pierre d'être présent avec nous aujourd'hui. Et Rodrigo, si tu veux dire quelques mots de bienvenue, ensuite nous passerons à la vidéo. Alors tout d'abord, je voulais remercier l'invitation, en particulier saluer très chaleureusement Margarita Iglesias. Nous savons qu'elle n'a pas pu être présente à cause d'une triste nouvelle. Donc, nous lui envoyons toute notre chaleur humaine d'ici et nous vous remercions pour cette initiative. Et moi, j'ai été intéressée par le sujet parce que mes deux dernières œuvres se centrent d'un côté sur la révolte qu'il y a eu au Chili, le processus constituant, mais aussi l'autre livre que j'ai publié qui s'appelle Intifada, aborde justement le printemps arabe. Et donc, j'ai suivi d'assez près des thématiques communes qu'on retrouve chez Pierre et ses intérêts. Donc, je crois que la discussion qu'on pourra avoir sera intéressante et productive, intéressante. Je suis intéressée dans le cadre d'un travail ésotérique de long terme. Je suis intéressée par la pensée
de Averroès du XIIe siècle, philosophe de Cordoue, essentiellement pour son imagination, pour l'imagination qui s'en détache et qui interrompt aujourd'hui pour justement concevoir et penser au présent et à la question de l'intellect commun, de la participation, de l'imagination, d'invention de nouvelles pratiques dans les phénomènes, par exemple, des différentes révoltes dont nous avons été spectateurs ou participants et qui ont été presque sans trêve au cours de la dernière décennie. Et donc, dans ce sens, ça me semble très intéressant et d'avoir aussi l'opportunité de pouvoir vous parler de mes œuvres récentes et expliquer un peu mon optique et d'où je regarde ce problème. Bien sûr, les lectures de Michel Foucault, d'autres, Dardot, Laval, bien sûr, sont toujours clés pour ce type de sujet. Je crois que nous allons avoir des échanges intéressants avec Pierre. Merci beaucoup, Rodrigo. Donc, sans plus entendre, je pense que nous pouvons lancer la conférence de Pierre et nous nous retrouvons dans 40 minutes pour cet échange. La référence à la commune, en fait, elle revient dans les mouvements sociaux à partir des années 2000 et encore plus à partir des années 2010, 2011. Il y a beaucoup de mouvements qui ont repris cette référence, notamment ce qu'on a appelé les mouvements des places. Les mouvements comme le mouvement des indignés espagnols en 2011, le mouvement du parc Gezi en Turquie en 2014 sont des mouvements des places qui ont repris cette référence, qu'on a retrouvé ensuite aussi en France avec Nuit debout en 2016. Et puis par la suite, la référence a aussi été reprise par le mouvement des Gilets jaunes. C'est pas du tout une référence seulement française ou européenne. J'ai parlé de la Turquie, mais il y a aussi l'expérience très importante du Rojava au Kurdistan, avec justement la mise en place d'un modèle politique qui s'est appelé le confédéralisme démocratique et qui fait référence à la Commune de Paris. Voilà, il y a des mouvements aussi en Amérique du Sud, notamment un mouvement justement qui s'est appelé, qui est antérieur du début des années 2000, un mouvement qui s'est appelé Comuna, enfin une organisation qui s'est appelée Comuna, avec un certain nombre d'intellectuels sud-américains, boliviens notamment, qui ont repris cette référence à la Commune de Paris. Donc voilà, c'est quelque chose qui est revenu dans cette période-là en différents endroits du globe. Et en fin de compte, la raison pour laquelle cette référence revient, alors il y a plusieurs raisons, il y a un ensemble de raisons, mais la raison principale qu'on pourrait donner, et finalement c'est un peu le cœur de la question de ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est une certaine défaillance de la forme de l'État-nation représentatif, qui est une forme qui au départ vient d'une histoire particulière, vient de l'histoire occidentale, européenne, qui s'est généralisée dans le monde entier, en particulier au XXe siècle, enfin qui s'est consolidée dans
dans les pays occidentaux au XVIIIe et au XIXe siècle, et ensuite qui s'est généralisé au XXe siècle. Et cette forme, en fait, cette forme, elle est en crise. Cette forme de l'État-nation, bon, pour des raisons assez complexes sur lesquelles je reviendrai peut-être un peu plus tard. Mais c'est une forme qui est aujourd'hui en crise parce que elle devient incapable en fait de satisfaire un ensemble de problèmes sociaux et de tensions qui existent dans les sociétés, des problèmes économiques, des divisions sociales, la question écologique en particulier. Voilà, les États, bon, évidemment, dans leur diversité, tous les États ne se valent pas, il y a des formes tout à fait différentes d'États, mais malgré tout, la forme de l'État en général, qui repose sur la distinction fondamentale entre des gouvernants et des gouvernés, elle est en crise, et en fin de compte, ces mouvements et la référence à la commune portent de façon assez fondamentale un autre message, une autre idée, qui est d'abord l'idée simple de la récupération démocratique du pouvoir, de la récupération du pouvoir par le peuple, et donc l'idée que cette distinction entre gouvernants et gouvernés, elle ne permet plus en fait de répondre aux problèmes. En fait, les gouvernants et les élites gouvernantes du monde entier ne parviennent plus tellement à répondre à tous ces enjeux du monde contemporain. Et dans la commune, il y avait une autre idée, c'est qu'en fait le pouvoir soit partagé par tous, soit en partage par tous. Et je crois que c'est cette idée-là qui revient comme une proposition, voilà, pour essayer de proposer une autre voie et de trouver une solution à cette crise en fait de l'État représentatif. Donc il y a cette crise-là, et en fin de compte, le débat vraiment profond, je crois, qui traverse ces mouvements, et en fin de compte, par conséquent, qui traverse un peu la question politique dans le monde entier, si j'ose dire. C'est une question qu'on peut traduire autour de la question de la responsabilité. Parce que, en fin de compte, voilà, c'est évidemment quelque chose qui est la plupart du temps voilé, masqué, mais la forme du pouvoir d'État est une forme qui repose en réalité sur une irresponsabilité qui est donnée aux dirigeants politiques. Ça, c'est une idée très importante, voilà, qu'ont développé des auteurs dont je suis assez proche, qui s'appellent Dardot et Laval, dans un livre qui s'appelle Dominer, une enquête sur la souveraineté de l'État. C'est un bouquin voilà, assez vaste, qui reprend justement l'histoire de l'État en Occident et de ses formes et de ses institutions, en particulier autour de ce concept et de cette forme du pouvoir souverain. Et d'une certaine manière, hein, bien sûr, je schématise pour simplifier, le pouvoir souverain, c'est le pouvoir qui est donné à quelqu'un, le souverain, le chef, qui d'une certaine manière fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que une fois que ce pouvoir a été obtenu, il n'y a pas pour les populations, pour le peuple,
de garantie que les dirigeants vont mener la politique qu'ils promettent. Il n'y a pas en réalité de contrat qui est véritablement effectué entre les populations et le peuple. Cette idée du pouvoir souverain, elle traverse toute l'histoire occidentale, donc plutôt à partir de l'idée que, en réalité, un peuple sera bien gouverné s'il a un chef, si il y a une hiérarchie bien établie. Et donc, cette idée-là, en fait, reste assez fondamentale pour comprendre comment les populations aujourd'hui sont gouvernées. Il y a un chef, il y a un responsable, mais en réalité, précisément, ce responsable n'est pas lié à un contrat et à des obligations particulières, ce qui fait que, en fin de compte, la nature de l'État, c'est l'irresponsabilité, alors que la commune, et je termine pour l'instant sur cette idée-là, en fait, repose sur l'idée d'une responsabilité partagée entre tous les citoyens. Dans ces mouvements-là, au fond, il y a plusieurs éléments qui sont repris de la Commune de 1871. Ainsi, voilà, je reprends les mouvements que j'ai évoqués auparavant. Bon, d'abord, fondamentalement, ce qui est repris, c'est cette question de la démocratie, hein, cette question de la démocratie au sens d'un pouvoir de participation directe des citoyens à la chose publique. On pourra y revenir tout à l'heure parce que évidemment c'est plus compliqué que ça. La Commune de Paris elle-même n'était pas exactement une démocratie directe, mais en tout cas, ce qu'on voit dans la Commune de Paris et la manière dont elle est interprétée, c'est tout de même cet idéal de démocratie directe. Et donc, à partir de là, à minima, c'est l'idée de plus de participation pour les citoyens dans la vie publique. Après, il y a différentes versions et différentes nuances parmi les mouvements, les groupes, les organisations qui reprennent cet héritage de la Commune depuis les années 2000. En gros, il y a différentes formules, il y a différentes manières de s'approprier cet héritage démocratique. Notamment, on peut faire une distinction entre des mouvements et des formes d'expérience politique qui clairement vont valoriser des formes de démocratie directe et en fin de compte la forme de l'assemblée populaire communale, hein, c'est-à-dire l'idée que les institutions politiques doivent se réorganiser en fait autour de l'assemblée et les mouvements en question, pour certains d'entre eux, ont mis en acte ces assemblées populaires, les indignés, Nuit debout, c'est quelque chose qui aujourd'hui traverse énormément de mouvements populaires. Je suis pas un spécialiste du mouvement chilien du réveil d'octobre, qui a été très important dans tout le processus politique que connaît le Chili aujourd'hui, mais il y a eu à la base de ce mouvement des assemblées populaires de quartiers qui
ont été très importantes dans la construction de ce mouvement. Donc vraiment l'idée que les citoyens doivent se réapproprier l'espace politique, se réapproprier la parole politique à travers ces assemblées. Et donc pour certains mouvements, et là on peut penser, même si là aussi la référence à la Commune de Paris n'est pas directe, mais dans la forme, il y a vraiment cette inspiration-là. Aussi, évidemment, au mouvement du Chiapas, au mouvement qui existe au Mexique depuis les années 90 et qui, en partie, a pris la forme d'assemblées populaires communales. Il y a vraiment cette forme-là. Également au Kurdistan avec le Rojava, et donc les assemblées populaires communales là vont vraiment structurer la vie politique, hein, c'est-à-dire que dans le cas du Rojava par exemple, donc qui est une région qui aujourd'hui est devenue autonome politiquement, bon, dans un contexte politique et militaire extrêmement compliqué, lié à la guerre en Syrie, lié à la présence aussi d'organisations terroristes comme Daesh et des combats qui ont opposé les Kurdes à Daesh. Mais donc c'est une région autonome qui repose sur une confédération entre des cantons et des communes, hein, donc à la base de ces communes, il y a vraiment des assemblées d'habitants. Des assemblées d'habitants, et donc, disons, le modèle, disons, communal le plus poussé, qui pousse le plus loin l'héritage de la Commune de Paris sous la forme de la démocratie directe, c'est celui-ci. Et après, il y a aussi aujourd'hui des mouvements politiques, en particulier en Europe, qui souvent reprennent l'étiquette et le concept plutôt de municipalisme ou de néo-municipalisme, qui vont aussi, ça a été le cas en particulier en Espagne, qui vont aussi réutiliser cet héritage de la commune, notamment sous la forme de listes de citoyens et de citoyennes qui vont se présenter aux élections en dehors des partis et qui là vont demander en fait l'organisation d'un pouvoir politique plus démocratique, c'est-à-dire avec davantage de participation citoyenne. Où donc on ne va pas demander forcément la remise en question complète du régime représentatif, fondé vraiment sur un pouvoir des élus qui, une fois qu'ils sont élus, grosso modo, prennent les décisions par eux-mêmes tout au long de leur mandature, mais des formes politiques plus hybrides en fait qui vont combiner la représentation et une démocratie participative. Une démocratie participative qui va par conséquent venir équilibrer et servir de forme de contrôle citoyen à la représentation. Donc voilà, à travers par exemple l'idée, notamment le principe qu'ont proposé parfois ces listes citoyennes, hein, qui notamment en 2015 en Espagne ont remporté des succès très importants en remportant les principales villes espagnoles, même si ensuite elles les ont perdues plus tard aux élections de 2019, mais comme Madrid, comme Barcelone, qui ont été remportées par ce type de liste citoyenne, avec l'introduction de dispositifs donc participatifs, par exemple permettre aux citoyens de valider des décisions prises par les représentants, donc une sorte de contrôle citoyen sur les décisions législatives, permettre aussi aux citoyens, notamment à travers des plateformes numériques, de proposer des lois, ou de proposer aussi des mécanismes de référendum populaire, c'est-à-dire soumettre une idée de loi
qui ensuite peut être elle-même soumise à la ratification voilà, de l'ensemble des habitants d'une commune, par exemple. Bon, ça peut être évidemment à différentes échelles. Et aussi le principe de révocabilité des élus. Le fait que si un certain nombre de citoyens sont d'accord, eh bien là aussi il peut y avoir des mécanismes pour révoquer des élus s'il est considéré que ils ont eu des pratiques qui sont illégitimes du point de vue du pacte démocratique. Et dans la Commune de Paris, en 1871, il y avait l'idée que, en tout cas c'était des propositions, la Commune a été, comme on le sait, une expérience brève qui a été réprimée et qui donc s'est terminée assez rapidement, mais ces éléments-là figuraient l'idée d'un mandat impératif, c'est-à-dire le fait que l'élu en fait soit plutôt un exécutant de la volonté populaire et de la démocratie, l'idée que les élus puissent être révocables, le fait que les fonctionnaires aussi, et par exemple un certain type de fonctionnaires comme les fonctionnaires de police, soient eux-mêmes élus, tout ça c'était des revendications qui ont été présentes dans la Commune de Paris et que donc sous des formes assez proches ou sous d'autres formes, on va retrouver, et en fin de compte, la démocratie, c'est ça, c'est pour simplifier deux choses, c'est soit le pouvoir direct des citoyens finalement d'intervenir dans la préparation des lois ou de prendre des décisions, ou si ça n'est pas ce pouvoir direct de faire la politique, c'est au moins un pouvoir de contrôle sur la politique qui est faite. Et donc voilà, donc l'héritage de la Commune de Paris, il prend aussi des formes variées, mais qui vont toujours finalement reprendre l'idée de la démocratie avec plus ou moins d'intensité. C'est une question que je voulais aborder dans la mesure où cette référence à la commune, aujourd'hui, elle prend parfois, en fait, c'est une référence qui est parfois indirecte. C'est-à-dire que ce qu'on trouve aujourd'hui dans ces mouvements sociaux, c'est aussi des inspirations théoriques et des références à une théorie qui s'appelle le communalisme, qui est une théorie qui a été développée par un penseur et théoricien politique américain qui s'appelle Murray Bookchin, qui est un penseur du XXe siècle, qui est quelqu'un qui a développé sa pensée surtout entre les années 70 et les années 90, qui est aussi quelqu'un qui est très important dans la réflexion et dans la pensée sur l'écologie, qui a développé un courant de pensée écologique qui s'appelle l'écologie sociale, et qui a développé donc cette idée du communalisme, qui est l'idée qu'il existe au fond une autre possibilité d'organisation politique que celle de l'État-nation couramment admise, qui est l'idée d'une confédération de communes autonomes, qui est l'idée que le cadre politique, voilà, on pourrait discuter du fait si on appelle ça un État ou pas, mais le cadre politique ne s'organiserait plus sous la forme d'un État-nation représentatif, mais sous la forme d'une confédération de communes libres. Bookchin lui-même, il a élaboré cette théorie à partir d'une réflexion sur l'histoire
et d'une réflexion sur un nombre assez important en fait d'expériences historiques et politiques en fait très variées, mais qui selon lui sont des expériences qui ont eu des traits communs dans l'histoire de l'humanité, et qui dans lesquelles dans lesquelles à chaque fois finalement on retrouve cette matrice fondamentale de l'Assemblée populaire démocratique, où les citoyens vont se réunir pour prendre des décisions sur les questions les plus importantes qui concernent la communauté, avec le fait que au cours de l'histoire, dans certains moments, dans certaines expériences, ces formes d'assemblée populaire démocratique ne se sont pas réduites à un échelon local, mais ont été élargies à des alliances entre différentes communes, pour prendre donc une forme confédérale ayant une extension large, pouvant aller dans les projets, pas toujours dans la réalité, mais dans les projets jusqu'à l'échelle de la nation elle-même. Alors là, j'en ai parlé dans l'abstrait, mais ce type d'assemblée populaire démocratique, il en a existé, et voilà, il y a toute une réflexion très vivace aujourd'hui en anthropologie là-dessus. On pourrait penser aux travaux de David Graeber, de l'anthropologue David Graeber, sur le fait que dans les sociétés dites primitives, et donc c'est-à-dire les sociétés éloignées, très éloignées dans l'histoire, de l'époque du néolithique par exemple, mais dans les sociétés qui héritent, qui sont les descendants de ces sociétés, parmi les peuples autochtones. Aujourd'hui, il y a encore des formes d'assemblées populaires démocratiques, et il y a beaucoup de travaux en anthropologie qui montrent aujourd'hui que, en fin de compte, la démocratie, elle vient de là. Elle vient des sociétés primitives et des peuples autochtones. Des formes d'assemblées populaires démocratiques qu'on retrouve dans des sociétés d'ailleurs qui n'étaient pas dans leur totalité démocratiques. Je pense par exemple à la Grèce ancienne, à Athènes, où évidemment c'est le berceau de la démocratie, dans un univers qui par ailleurs était hiérarchique, qui excluait les femmes, les métèques, les esclaves. Au Moyen-Âge, on retrouve des communes rurales et aussi des communes urbaines qui disposaient de formes démocratiques, avec parfois l'organisation de confédérations. La particularité, par exemple, de la Suisse, de la Confédération suisse, qu'on retrouve encore aujourd'hui, puisque la Suisse est l'un des rares pays aujourd'hui qui est considéré comme une forme de démocratie directe, même si voilà, il y a plein de limites à la forme qu'aujourd'hui prend la démocratie suisse, mais il y a des formes de démocratie directe avec des consultations référendaires où les citoyens se prononcent directement sur des décisions. C'est quelque chose qui vient du Moyen-Âge, en fait, du mouvement des cités libres et des alliances entre ces villes libres qui ont eu lieu au Moyen-Âge et qui ont formé parfois des confédérations, qui ont été défaites par la suite dans la plupart des États européens, notamment en Allemagne où il y avait ce genre de confédérations, des confédérations qui ont parfois lutté contre la forme de l'empire, contre des formes impériales, mais en Suisse c'est une tradition qui en fait s'est prolongée du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il existe en Suisse une forme confédérale. Et puis enfin, ces formes confédérales, en tout cas c'est ce que Bookchin montre dans ses travaux historiques. Il a notamment consacré 4 tomes
à l'histoire des mouvements révolutionnaires européens, la Révolution française, la Révolution américaine, la Révolution anglaise, etc. Et dans tous ces, la Révolution espagnole aussi des années 30, la Révolution russe ou encore la Révolution mexicaine du début du XXe siècle, dans tous ces mouvements révolutionnaires, il y a eu des formes d'assemblées populaires et en particulier les groupes les plus populaires de ces révolutions. On peut penser notamment aux sans-culottes et aux formes de ce qui s'appelait pendant la Révolution française les assemblées sectionnaires, c'est-à-dire c'était des assemblées populaires de quartier. En fait, les sections étaient des formes d'organisation territoriale qui, par exemple, divisait Paris, divisait la capitale. Il y avait différentes sections et dans chacune de ces sections, il y avait des assemblées populaires sectionnaires pendant lesquelles parfois ça dépend des moments, évidemment, les mouvements révolutionnaires sont des mouvements très complexes, mais il y a eu des moments pendant les révolutions où tous les jours, les citoyens se rassemblaient en assemblée populaire pour prendre un certain nombre de décisions sur la direction à donner au mouvement révolutionnaire. Ça a traversé toutes les constitutions, toutes les révolutions, en particulier donc encore une fois dans les secteurs les plus populaires, de sorte que il y a eu aussi dans ces révolutions, même si ça n'est pas cette forme politique-là qui s'est imposée à la fin, bien entendu, mais il y a eu des projets. On trouve ça dans la Révolution française et on trouve ça pendant la Commune de Paris. L'idée que la Commune de Paris n'est que le début d'un mouvement pour former une confédération de communes libres à l'échelle de la France. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver pendant la Commune de Paris en 1871, notamment dans un manifeste très important d'avril 1871, les communards font référence à l'idée que c'est toutes les communes françaises qui doivent s'organiser de cette façon-là, de façon à changer de modèle politique pour arriver vers une confédération de communes. Donc au fond, et pour terminer sur le communalisme, sur ce point, Bookchin s'appuie sur toute cette lecture de l'histoire pour montrer qu'il existe en fait une tradition un peu souterraine qui a été une tradition bien entendu minoritaire, qui a été une tradition qui a combattu mais qui a perdu face à la tradition dominante de l'État-nation. Et donc pour forger cette idée du communalisme, et ce qui est intéressant, c'est que par exemple dans le cas du Rojava au Kurdistan, qui est une expérience bien sûr particulière, mais comme le sont toutes les expériences, c'est une expérience où en fait le leader du mouvement kurde, qui s'appelle Abdullah Öcalan, qui est quelqu'un qui depuis plus d'une vingtaine d'années est emprisonné, mais qui était le leader historique en fait du parti révolutionnaire de libération du Kurdistan, le PKK. C'est quelqu'un qui en fait a organisé ce parti révolutionnaire, donc au départ pour donner aux Kurdes un État, qui ensuite, parce qu'il a été accusé d'avoir fomenté notamment des attentats en Turquie, il a été emprisonné. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Öcalan, en lisant Bookchin, il a changé de position, il a changé de modèle politique, et il est resté le leader historique des Kurdes, et il a convaincu en fait ceux qui le suivaient, ses partisans, d'aller vers un modèle politique de type communaliste. Et à la faveur de tous les événements particuliers qui ont concerné cette région du monde, le Kurdistan, une partie du Kurdistan, donc cet État situé entre la Syrie, la Turquie, l'Irak et l'Iran, dans une région, ils ont mis en place une
un modèle politique qui essaye de ressembler à cette idée communaliste avec la référence directe à Bookchin. Donc là, c'était davantage finalement une référence directe au communalisme qu'à la commune de Paris. Et voilà, cette idée, elle a animé un certain nombre aussi de militants pendant le mouvement des Gilets jaunes, qui est aussi un mouvement complexe, voilà, donc c'est pas tout le mouvement, c'est une partie du mouvement, mais on la retrouve, cette idée communaliste. Oui, c'est vrai que ce qui est important, puisqu'on parle de cet héritage, en fin de compte, de la commune dans les mouvements actuels, c'est de voir que aussi cet héritage a des limites, c'est-à-dire que il y a des questions qui sont très importantes dans les mouvements d'aujourd'hui, qui n'étaient pas tout à fait présentes chez les communards en 1871. Il y a deux points, en fin de compte, sur lesquels je voudrais revenir, qui me semblent très importants dans les mouvements contemporains, deux points en fait qui sont liés entre eux et qui sont un peu nouveaux par rapport à la commune. Il y a un point qui est très nouveau, qui est celui de l'écologie. Et puis il y a un deuxième point qui est nouveau, mais qui peut faire écho sous d'autres formes à ce qui était un enjeu aussi pendant la Commune de Paris en 1871, qui est la question de ce qu'on appelle les communs. L'idée voilà, on appelle ça aussi parfois l'idée des biens communs, même si ce sont pas tout à fait les mêmes concepts. Je vais y revenir brièvement, mais en fin de compte, dans les mouvements, dans tous ces mouvements récents dont on a parlé, en particulier depuis le début des années 2010, qui reprennent l'héritage de la commune, il y a la question politique, démocratique, mais il y a évidemment bien entendu aussi des questions économiques. Des questions économiques, et sur ce plan-là, question économique et en fait aussi écologique. Et sur ce plan-là, il y a un terme et de nouvelles pratiques associées aussi à une nouvelle théorie, en fin de compte, qui est apparue. C'est l'idée des biens communs, où on parle aussi de commun, c'est-à-dire le fait que un certain nombre de ressources doivent être gérées directement par les citoyens sous forme organisée, qu'elles doivent être protégées, préservées des formes en particulier d'organisation marchande. Donc elles doivent être protégées de la propriété privée, qu'elles doivent être aussi parfois protégées de la propriété publique, justement à travers le fait que la propriété publique elle-même a changé de forme, et parfois les dirigeants de l'État se servent du pouvoir de la propriété publique pour privatiser justement un certain nombre de ressources. Donc en fin de compte, pour empêcher qu'un certain nombre de ressources soient privatisées, c'est-à-dire qu'elles empêchent en fin de compte l'accès des citoyens parfois à un certain nombre de biens fondamentaux. On peut penser notamment à la question de l'eau, qui est très importante, qui a été très importante dans le mouvement chilien de 2019, qui a été importante aussi dans un mouvement antérieur du début des années 2000 en Bolivie, qui s'est appelé la guerre de l'eau, qui a fait émerger notamment cette question de l'eau comme bien commun à préserver. Et en fin de compte,
ça a donné lieu à l'idée d'un nouveau modèle, non pas cette fois tant politique qu'économique, l'idée des communs comme une forme auto-organisée de gestion des ressources économiques, c'est-à-dire le fait que on n'est pas obligé en fait pour organiser l'accès et la distribution d'un certain nombre de ressources dans la société de passer par les formes du marché ou de l'État, mais que des citoyens, en se réunissant dans ces organisations qu'on appelle les communs, eh bien, peuvent par eux-mêmes auto-organiser la satisfaction d'un certain nombre de biens et de services. Donc, il y a toute une réflexion autour de cette question-là, et la question des communs qui rejoint en partie la question en fait des formes du travail coopératif et de la coopération économique et sociale à l'échelle d'une société est un modèle d'organisation qui peut s'étendre à de très nombreux secteurs et de très nombreuses ressources économiques. On peut imaginer des communs dans l'agriculture, dans l'industrie. On peut penser que les communs peuvent être des manières de réorganiser les services publics, de l'éducation, de l'hôpital, etc. Donc cette question des communs, elle est présente, et voilà, même si évidemment c'était pas à chaque fois nécessairement le cœur des mouvements et c'était pas tous les participants des mouvements qui la revendiquaient, mais cette question et cet enjeu, il est bel et bien apparu. Ça peut renvoyer aussi à des choses qui ont existé dans la Commune de Paris, qui ont existé en fait sous la forme qui a été très importante, celle de l'association ouvrière. Celle de l'association ouvrière, qui est quelque chose qui irrigue tout le mouvement, j'allais dire tout le 19e siècle, peut-être pas, mais en tout cas une partie du 19e siècle, au moins en tout cas à partir du milieu du 19e siècle et à partir de 1848 et voilà, de la Révolution qui y a eu déjà en 1848. Donc mouvement de l'association ouvrière et donc voilà, pour gérer une partie de l'économie sous forme associative, hein, c'est-à-dire que le fait que les ouvriers ont récusé le capitalisme, ce qu'ils appellent l'exploitation, et qui ont récusé aussi en partie le salariat, c'est-à-dire le fait d'organiser les activités économiques à travers un contrat entre un employeur et des employés, hein, mais il y avait la naissance d'associations en fait pour gérer un certain nombre de biens économiques sous des formes auto-organisées. Voilà, ça s'appelait pas les communs, mais finalement c'était déjà cette idée en germe. Et ça, c'est très important dans le développement de la Commune de Paris. De sorte que, et ça c'est aussi extrêmement important, en fait, dans tout le mouvement qui a amené à la Commune de Paris, il y a l'idée des communes politiques démocratiques, mais il y a aussi l'idée de ce que les futurs communards et de ce que une partie du mouvement ouvrier au XIXe siècle appelait la commune sociale. Hein, ils utilisent le terme, la commune sociale. Et donc pour eux, la commune, et au moment de en 1871 ça intervient, en fin de compte c'était la commune politique et la commune sociale, les deux. C'est-à-dire le fait qu'aussi à l'échelle de la commune, on puisse organiser l'économie sous la forme de l'association ouvrière. Et dans cette histoire de l'association ouvrière, les femmes
et les femmes militantes révolutionnaires les plus engagées dans la commune. Voilà, on pourrait citer notamment Elisabeth Dimitriev avec son mouvement des femmes précisément. Eh bien, cette organisation du mouvement des femmes, elle a pesé pour organiser à l'échelle locale l'économie sous forme associative, en proposant aussi l'idée de confédération entre les communes à l'échelle économique, de manière à développer cette association économique. Hein, l'idée que finalement, de la même manière que les communes pouvaient s'associer sur le plan politique de façon confédérale, eh bien, les communes pouvaient aussi s'associer à l'échelle confédérale sur le plan économique. Le fait que on pouvait à l'intérieur de la commune produire un certain nombre de biens ou de répondre à un certain nombre de services, mais que pour d'autres biens ou pour d'autres services, on pourrait s'allier à d'autres communes. Et donc là, c'est la question très importante, voilà, qui doit être discutée démocratiquement des échelles. C'est-à-dire, à partir du moment où on est dans le cadre d'une réflexion sur une organisation communale confédérale, eh bien, on va avoir donc ça suppose différents échelons. C'est pour ça que, et ça c'est très important, il faudrait surtout pas comprendre le communalisme et tout ce dont je suis en train de parler comme un localisme. C'est comme un localisme, c'est-à-dire quelque chose qui ne concerne que l'échelle locale et qui devrait se réduire à l'échelle locale. Pas du tout. Ça commence au niveau du local parce que cette idée du communalisme et de la refonte de la démocratie, c'est l'idée de refondre la démocratie par la base. Donc ça commence par le bas, ça commence par la commune, mais ça peut tout à fait s'étendre. Sauf que ça doit s'étendre de manière horizontale, mais qu'ensuite on peut tout à fait imaginer des échelons confédéraux, régionaux, nationaux, où là on va décider que tel ou tel bien, tel ou tel service, on peut penser par exemple aux services publics, où là vont être gérés à une échelle confédérale supérieure. Par exemple, voilà, si on prend par exemple le modèle français, on peut penser que l'hôpital ou l'école vont être gérés à des échelons qui dépassent celui de la commune. Et voilà, ça c'est quelque chose qui par exemple pourrait être décidé à l'intérieur d'un processus constituant. Donc j'ai un peu digressé ici, mais ce que je disais, c'est que finalement cette idée des communs, on la retrouve dans les mouvements contemporains. Elle était d'une certaine manière sous la forme de l'association ouvrière déjà présente dans la commune de Paris, et c'est l'idée en fin de compte ici de reprendre en fait cet idéal radical de la démocratie, mais même à une échelle économique. Et enfin le dernier point pour terminer sur tout ça, sur lequel j'aimerais développer brièvement, c'est l'écologie, puisque et là aussi la question des communs et celle de l'écologie sont directement liées, dans la mesure où l'idée des communs, c'est l'idée que, en fin de compte, des ressources seront le mieux protégées si elles sont gérées
sous une forme auto-organisée. Pourquoi? Parce que en fait la forme de l'auto-organisation démocratique, ça implique l'idée de co-responsabilité. Ça implique l'idée de co-responsabilité. S'auto-organiser, ça signifie que chacun va avoir une responsabilité, et cette responsabilité, elle est partagée, elle est réfléchie collectivement, et en fin de compte, plus il y a enfin un système de co-responsabilité, plus on a de chances que l'activité ou la chose dont on s'occupe, elle soit protégée. Et c'est pour ça que justement l'idée des communs, elle convient très bien à l'écologie, dans la mesure où l'un des enjeux de l'écologie, c'est bien de préserver dans le temps long un certain nombre de ressources ou de choses, même si ici les termes sont sans doute mal choisis. Il faudrait plutôt parler de non-humains, de non-humains comme ça peut être des forêts, des lacs, des montagnes, etc., des arbres, ce que vous voulez. Voilà, il s'agit de préserver ces êtres vivants dans le temps long, et on le fera mieux en fait si on organise une co-responsabilité dans la relation qu'on a avec ces non-humains. Donc pour qu'il y ait de l'écologie, il faut qu'il y ait de la protection, il faut de la co-responsabilité, et par conséquent, c'est pourquoi on a besoin, si on veut aller vers plus d'écologie, de plus de démocratie. Or, et là je retombe un peu sur ce que je disais au tout début, or précisément la question en tout cas qu'on peut poser à l'État, c'est tout l'enjeu aussi de ce débat, c'est de savoir si l'État est véritablement l'institution qui est capable d'assumer la responsabilité sur l'écologie. Parce que en fin de compte, la légitimité qu'a l'État depuis très longtemps, c'est de dire que voilà, parce que l'État finalement a le consentement à travers les élections et la représentation, parce qu'il a le consentement de tous les citoyens, l'État justement est celui qui est le plus légitime à intervenir voilà, sur tout un tas de questions, mais en particulier sur l'écologie. Mais le problème, c'est que qui dit légitimité ne dit pas forcément responsabilité. C'est-à-dire que l'État n'est pas organisé de sorte qu'il soit obligé d'être responsable vis-à-vis des questions écologiques. Et pour terminer, c'est quelque chose qu'on constate avec la crise climatique, c'est-à-dire qu'en dépit de tous les discours qui sont prononcés, on voit bien que l'État a énormément de mal à répondre justement à cette crise écologique,
Et donc, il me semble que c'est un enjeu fondamental de justement peser la balance entre ce que j'ai appelé au départ l'irresponsabilité de l'État et le fait qu'en fin de compte, l'État repose sur une irresponsabilité. Et ça, c'est en contradiction complète avec le besoin, justement, le besoin de responsabiliser la société entière vis-à-vis de l'écologie. L'écologie, c'est des territoires, c'est du local, et en fait, c'est pas une instance éloignée qui va être responsable là-dessus, c'est nous tous. Et donc, si agir sur l'écologie, ça implique nous tous, ça implique de nous responsabiliser tous à travers la démocratie. Donc, merci encore, Pierre, pour cette conférence. Je vais tout de suite laisser la parole à Rodrigo qui se chargera d'animer votre échange et vos réactions sur votre conférence. Puis, dans un second temps, je donnerai la parole au public. Vale, ok. Bueno, también quiero agradecer el diálogo más bien. Je voudrais remercier le dialogue de Pierre. Ça me paraît intéressant parce qu'il s'articule avec des concepts intéressants comme les mouvements, le communalisme et la question plus décisive, je pense, de sa conférence, l'idée que l'État, d'une certaine façon, a une faiblesse en matière écologique, une insuffisance. Et je voulais introduire des éléments qui me semblent intéressants comme pour pouvoir compléter d'une certaine façon les points soulignés par Pierre qui me paraissent vraiment très importants. Le premier thème que je présenterai serait la conférence de Pierre met l'accent sur la question commune versus État et la problématique est que l'État apparaît comme un dispositif de gouvernement, de souverain, avec un caractère responsable et c'est évident dans beaucoup de sens aujourd'hui. Mais je voulais introduire une petite nuance, deux nuances plutôt, l'une d'abord. Le premier sujet est qu'il faudrait penser, même avec Foucault, qu'est-ce que nous entendons par État dans le sens où l'État n'est pas une substance, mais un ensemble de réseaux gouvernementaux, de dispositifs de gouvernement. Il me semble que c'est intéressant d'ouvrir en premier. Mais à propos de ce sujet, il y a aussi un deuxième élément qu'il faudrait débattre. On pourrait opposer commune et État, mais cela apporte le risque que le mouvement communal puisse être réduit complètement au monde du capital, c'est-à-dire si bien que le capital et l'État ne soient pas antinomiques, mais soient plutôt une topologie et un engrenage du point de vue historique, pas seulement aujourd'hui, mais surtout aujourd'hui, nous le voyons de façon évidente avec l'irruption des politiques néolibérales qui détruisent la fonction intégrante qu'avait l'appareil de l'État en termes modernes et qui transforme l'État en une espèce de noyau qui s'inscrit à l'intérieur de l'exploitation et l'extraction mondiale de capitaux. Et il y a un deuxième élément qui
à voir avec l'introduction de l'élément du capital dans ta réflexion. Quelle est la place que tu donnes au capital sans comprendre le capital dans le sens étroit et classique du marxisme vulgaire, si on peut dire, mais dans le sens d'un dispositif de pouvoir qui a la capacité, surtout dans le contexte néolibéral, de répartir les pouvoirs et d'extraire et d'écraser une série d'initiatives qu'on aurait pu lui attribuer au départ à l'État. Dans la commune de Paris, il y a des mouvements communaux qui mettent en suspens le territoire de l'État. Mais actuellement, nous pourrions penser à l'époque contemporaine à comment fonctionne de façon plus radicale la question de l'État à propos de ce troisième point que j'aimerais situer qui a à voir avec l'installation ou la topologie État-capital. C'est-à-dire les mouvements communaux n'ont pas seulement installé l'État comme un problème, mais surtout le capital comme un problème, et ça se cristallise au niveau du territoire par les concessions que fait l'État au privé. Par exemple, des grandes corporations minières, les grandes entreprises exploitantes du bois. Dans le cas chilien, nous avons, cela est vraiment très étendu. Les mines et l'exploitation du bois au sud du Chili, c'est vraiment emblématique. Donc, il y a comment s'inscrit le thème du capital dans ta réflexion sur le communalisme. Et il me semble que c'est important de voir comment cela s'organise avec ce que tu disais, un autre ordre et une autre façon de concevoir les biens communs et comment on redéfinit la question de la politique et l'économie. Pour moi, dans ce sens, cela impliquerait quelque chose, la possibilité d'ouvrir un jeu où la vie commune, dans le moment communal, dans le moment de l'irruption de cette force communale, comment cette irruption de la force communale peut être capable de rompre, suspendre, interrompre cette topologie de l'État capital. De quelle façon cet engrenage État-capital peut être exténué en fonction de l'irruption de cette force et de ce mouvement. Et dans ce sens, il me semble qu'il est pertinent de reparler de la représentation par rapport à la politique, où justement la vie commune devient expressive et non représentative. Et quand elle devient expressive et non représentative, ça veut dire que cette vie commune n'est pas soumise aux mécanismes de séparation qui sont installés par tout cet appareil État-capital. Et je pense là, par exemple, à la figure de l'État-capital, non pas comme de pôles, mais comme de forces où l'une doit se soumettre à l'autre et l'une se territorialise par rapport à l'autre. C'est ce qui arrive à l'époque néolibérale où l'État territorialise le capital. Et dans ce sens, il me semble qu'apparaît une espèce de vie commune où la forme et la vie ne peuvent plus être conçus comme des opérateurs séparés, mais deux façons de concevoir une même intensité, l'intensité du mouvement, l'intensité communale, qui vient occuper un espace, habiter un espace dans la topologie État-capital
n'avait pas de place. Dans la topologie État-capitale, la commune n'avait pas de place. Cependant, la commune vient se faire une place pour pouvoir ce qui avait été empêché auparavant par cette topologie État-capitale. Et je crois qu'il y a des expériences intéressantes qui me renvoient aussi à l'espace anticolonial. Et je crois que c'est un espace intéressant pour la réflexion, tout ce thème anticolonial. Parce que, bien sûr, en 1987, nous avons une expérience très intéressante d'un ensemble de mouvements qui s'articulent dans une révolte dans les territoires occupés palestiniens, et c'est ce qu'on connaît comme intifada palestinienne. C'est très important, cette intifada de 87, parce qu'elle a impliqué l'articulation de formes d'organisation inédites. Et d'une certaine façon, cela avait à voir avec 4 ou 5 points importants dans le cadre de ce que tu signalais. Dans l'intifada, il y a une réorganisation de l'économie, il y a une création de comités politiques de différents sujets, santé, éducation, etc. Il y a la réarticulation sociale des hiérarchies sociales dans la société palestinienne où la femme gagne de l'importance et devient une espèce de première ligne dans la révolte, de même que les enfants de 14 ans, ils entrent dans la première ligne de la révolte et en même temps, il y a une réorganisation totale de la vie en commun des territoires occupés, une réorganisation qui a impliqué une durée de 5 ans au moins, depuis 1987 jusqu'en 92 environ. Et finalement, c'était souligné par Edouard Saïd, l'intifada fonctionne également comme une épiphanie, un modèle d'insurrection populaire dans d'autres parties du monde arabe. Et un dernier point intéressant sur l'intifada, c'est qu'elle n'essaye pas d'installer un nouveau régime politique, mais plutôt suspendre et boycotter le colonialisme sioniste installé de façon illégale dans les territoires occupés. Et d'une autre façon totalement différente, mais un peu dans la ligne de ce que tu commentais, il me semble qu'on pourrait concevoir le processus chilien, une autre forme d'intifada, dans le sens où il y a aussi des organisations populaires qui s'institutionnalisent depuis longtemps, depuis avant la République même, et qui proviennent de l'époque du colonialisme au Chili. Et à cette époque-là apparaît une formation assembléiste qui est connue comme le Cabildo. Et c'est intéressant de voir comment le Cabildo génère des prises de décision différentes, des prises de décision alternatives par rapport aux grandes prises de position de l'Empire espagnol. Et cependant, au moment où l'Empire espagnol est dissous, c'est-à-dire au début du 19e siècle, l'Empire espagnol commence à se dissoudre, en particulier en Amérique latine. Il se retire de l'espace ou du royaume du Chili de cette époque-là. Et les peuples chiliens s'organisent en fonction de cabildos. Ils s'organisent dans les cabildos. Et des projets politiques apparaissent et sont discutés. Il y a des organisations et des concurrences entre villes hégémoniques,
des tensions, mais finalement, tout est organisé en fonction de ces cabildos qui, en quelque sorte, sont une des sources d'où surgit l'État républicain postérieur. Je crois que c'est intéressant de voir que le thème anticolonial, le problème anticolonial, l'intifada palestinienne en 87, la question coloniale du 19e siècle, au début du 19e siècle au Chili. Et je voudrais finir par un dernier aspect, et je pense ça vaudrait la peine de le mettre en problématique, en tant que problématique, l'idée du mouvement, le concept de mouvement. Parce que dans ton travail, la notion de mouvement apparaît comme une notion fondamentale, mais évidemment, quand nous parlons de mouvement ici, nous ne faisons pas référence à l'idée de mouvement comme celui qu'on avait au XXe siècle. Je dirais qu'il y a une conception moderne de mouvement qui me semble qu'elle ne coïncide pas nécessairement avec cette lecture souterraine de la commune. Il y a deux façons de concevoir la question du mouvement. Et je pense que la façon moderne ou dominante avec laquelle la notion de mouvement a été conçue a été tout d'abord la conception du mouvement à partir de la spéléologie, à partir d'une direction immanente qui dirigeait le mouvement vers une destination apparemment heureuse, en se basant sur une philosophie de l'histoire, etc. Et nous avons là, depuis le mouvement surréaliste, le mouvement bolchevique, le mouvement national-socialiste, les articulations modernes se déploient comme mouvement. Et une des questions clés de cette notion de mouvement est qu'elle suppose une téléologie. Et l'autre question clé est que cela implique une avant-garde. Il me semble que l'image de la commune, avec tous les conflits que ça ramène, met en difficulté l'idée d'avant-garde, d'avant-gardisme, parce que cette idée est dans le concept de la révolution moderne. Depuis la figure de Robespierre jusqu'à la figure de Lénine, l'idée de révolution suppose un mouvement guidé par une avant-garde qui renvoie et exprime ce télos historique. Et finalement, un quatrième point sur cette notion de mouvement, parce que c'est une notion d'état du mouvement. Cela va fonder, non pas une commune, mais un ordonnancement gouvernemental. Cela articule une conception gouvernementale face à laquelle, bien sûr, les insurrections diverses, les différentes intifadas vont mettre en question, remettre en cause cet ensemble. Et un dernier commentaire seulement, je dirais, pour compléter un peu ce que nous a dit Michel Foucault au sujet de la gouvernementalité. Je crois qu'il y a de nombreux éléments techniques qui apparaissent dans la gouvernementalité européenne, mais qui, à l'origine, ont été appliqués dans le contexte colonial. Aujourd'hui, par exemple, nous vivons une espèce de hypertrophie des droits et des droits civils dans différents domaines, et surtout après la guerre contre le terrorisme. On déclare la guerre contre la terreur et cela suppose une énorme hypertrophie dans les droits et les mécanismes d'exception deviennent
plus décisifs que les droits qui sont censés être protégés. Et donc apparaît une figure très intéressante qui est mise en jeu sous le contexte de Guantánamo, avec le détenu qui n'est pas un prisonnier de guerre. Et cependant, ce détenu qui n'est pas un prisonnier de guerre était déjà la figure qui était présente dans les techniques de gouvernement du contexte colonial, dans différents endroits, l'Inde britannique, en Palestine britannique. Rappelons-nous que la Palestine britannique, après que les accords aient été signés, il y a eu aussi une intifada palestinienne dans les années 30 contre la colonisation britannique. Et là, la colonisation britannique introduit la figure du détenu qui n'est plus un prisonnier de guerre, de même que les États-Unis dans le contexte contre la terreur à Guantánamo. Et nous pourrions aussi parler du camp de concentration comme un mécanisme extrême de l'application de la gouvernementalité, une technique de pouvoir orientée à la séparation de la vie commune, à la division de la vie commune. Il me semble que le colonialisme était une espèce de laboratoire pour les techniques de gouvernance et je pense que l'ensemble de mouvements qui sont des mouvements différents des mouvements modernes tend à démonter, tend à ouvrir un champ ou un domaine dans lequel il n'avait pas de place, dans le sens où apparemment les ordonnancements politiques d'aujourd'hui vivent un moment thanatique, un moment où l'exception devient la règle et d'une certaine façon, il y a un recul gigantesque des droits des citoyens et des formes d'organisation, etc. Et je vais finir avec la réflexion qui nous est donnée par Membe, cet intellectuel camerounais qui me semble tellement intéressant quand il dit que notre époque peut être conçue avec l'idée du devenir noir du monde. Les citoyens, de plus en plus, les citoyens qui appartiennent aux démocraties représentatives, supposément, ressemblent de plus en plus, en vertu de la précarisation de l'État capital, etc., à ce que le noir a été dans le contexte de l'esclavage du 16e, 17e, 18e siècle, le devenir noir du monde. Et face au devenir noir du monde, il me semble qu'il surgissent d'autres formes d'organisation qui vraiment touchent cette topologie d'État capital, où cet engrenage configure la gouvernementalité basiquement. Et c'est ce qu'il faudrait voir, comment démonter cela, comment l'interrompre. Et il y a la possibilité que les mouvements eux-mêmes puissent s'approprier, par exemple, des dispositifs de l'État en leur donnant de nouvelles utilisations, d'autres utilisations et d'autres façons de les imaginer et de les mettre en place. Voilà. Je crois que j'ai un peu rallongé mon commentaire, mais il me semblait que ta conférence était très stimulante dans ce sens-là. Et cela m'a fait donc réfléchir dans ce sens et sur ce sujet, surtout par rapport à la question mouvement, colonialisme et capital. C'était surtout sur ce point que je voulais te demander. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander juste une minute de pause et je reviens tout de suite parce que je suis chez moi en fait et il y a quelqu'un qui doit récupérer des clés. Allez-y Pierre.
Je reviens dans 1 minute, vraiment. Très bien. Me permito interrumpir porque quizás podríamos conversar. Hay una pregunta que nos llegó del público. Alors, nous avons une question du public. En attendant, peut-être que nous pourrions en profiter. Donc, c'est une question sur la possibilité d'une démocratie, entre guillemets, non représentative, une pseudo-démocratie. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que peut-être, Rodrigo, tu pourrais en parler en attendant? Oui, tout à fait. Où est cette question? L'idée d'une démocratie non représentative. Bon, eh bien, pour commencer, je pourrais dire que la démocratie représentative n'est pas une pseudo-démocratie, c'est une forme oligarchique de comprendre la démocratie, une forme donc oligarchique de connaître la démocratie. Dans la tradition de la philosophie moderne, il y a une énorme discussion sur la question de la représentation. Et d'ailleurs, Pierre parlait de la Suisse, eh bien, c'est le cas de Rousseau, et dont tout le système de pensée est axé sur un ordre politique non représentatif dans le sens rovésien, mais radicalement démocratique. Et c'est pour cela que Rousseau est le grand penseur jacobin. Donc, je ne dirais pas que la démocratie représentative est une pseudo-démocratie, c'est une forme oligarchisée de la démocratie qui est donc précisément la forme dont Pierre a parlé et qui est en train de s'effondrer, elle est épuisée comme mécanisme de maîtrise des conflits sociaux. C'est donc une forme qui est épuisée et je pense que cette démocratie représentative, ce n'est pas en raison d'une anomalie d'époque qu'elle soit devenue thanatique. Ce n'est pas en raison d'une anomalie d'époque que ces démocraties représentatives ont commencé à faire reculer les droits des citoyens et à faire que les citoyens deviennent ces noirs du monde, comme disait Mbembe. Mais je pense qu'en revanche, il y a un problème structurel dans la conception même de la démocratie oligarchique étatique. Et il suffit de penser à un exemple, le suivant. La démocratie états-unienne n'est pas une démocratie, n'est pas un régime politique ou de manière exceptionnelle qui se serait étendu de manière impérialiste. Ce n'est pas une anomalie de la démocratie. C'est inscrit dans le concept même que les États-Unis ont de la démocratie, dans la mesure où la formation historique de cette démocratie a impliqué un colonialisme permanent et une appropriation territoriale et une destruction de communautés autochtones permanente dans tout le contexte de l'Amérique du Nord. Et finalement, au XIXe siècle, cela se traduit par la guerre contre le Mexique et au XXe siècle par l'impérialisme dans le cône sud. Et donc, la démocratie des États-Unis est une démocratie qui a été conçue de manière raciale. Pensez qu'au XIXe siècle, ça a été un siècle d'esclavage. Et même au XXe siècle, il y a eu l'apartheid. Et ça, c'était une forme de démocratie. Et on peut également citer un exemple analogue au sujet de cette démocratie représentative. On peut passer du cas israélien. Donc, c'est l'histoire du racisme
non seulement contre la population palestinienne, mais également contre la population juive originaire d'Afrique ou des pays arabes, qui ont des statuts différents dans la pratique par rapport aux Juifs européens. Et c'est encore le cas aujourd'hui en Israël, il n'y a pas un premier ministre d'origine africaine, par exemple. Et donc là, il est intéressant de voir que la démocratie libérale, en ce sens, comme dit cette question ici, la démocratie représentative était compatible au projet impérialiste. Tout à fait compatible. Et il y a d'autres expériences démocratiques, et je pense que c'est ce dont Pierre voulait parler, et ce que j'essayais de réfléchir, d'autres formes de concevoir la démocratie ou d'autres formes d'introduire l'anarchie dans la démocratie, comme un ordonnancement qui n'a pas d'ordre et qui est donc ouvert à l'imaginaire et qui peut être créé, inventé différemment. Et je pense que là, il y a un véritable enjeu, c'est un défi à relever. Je partirais de là. La démocratie représentative n'est pas une pseudo-démocratie, c'est une démocratie hégémonique, une démocratie impériale, pour finir. Alors, nous allons donner la parole à Pierre. Oui, bien sûr, allez-y. À partir de ce point, peut-être Pierre pourrait répondre à toutes ces questions. Oui, merci beaucoup et excusez-moi pour la petite interruption qui n'était pas prévue. Je voulais remercier beaucoup Rodrigo pour toutes ces questions et tous les développements qu'il a fait, qui ont été riches et nombreux. Donc, je ne pourrais peut-être pas répondre à tout, mais je vais essayer de répondre aux points qui me semblent les plus importants, en particulier sur la question du capitalisme dans la réflexion que j'ai proposée, aussi sur la question du mouvement, et puis enfin sur la question du colonialisme que tu as abordé. Bien entendu, c'est vrai que j'ai mis l'accent sur une problématique qui opposait en fait les formes communales démocratiques à la forme de l'État-nation. Mais on peut, et même on doit, évidemment complexifier en fait cette réflexion en introduisant la question du capitalisme. C'est vrai, sans laquelle on ne peut pas, en fin de compte, parfaitement comprendre aussi les mouvements dont on a parlé, qui ont pris ces formes communales, les mouvements notamment depuis 2010. Si on pense au mouvement des places, d'ailleurs il y en a eu aussi aux États-Unis avec Occupy Wall Street. Le nom de ce mouvement, Occupy Wall Street, ça indique bien aussi que la question du capitalisme était au cœur de ces mouvements. C'est des mouvements qui se sont développés notamment à la suite de la crise financière, économique et financière de 2008. Donc, bien entendu, la question de l'économie et du capitalisme et de la critique du capitalisme était aussi au cœur de ces mouvements. Et précisément, il me semble que si la question des formes démocratiques et de la commune revient, donc depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, avec ces mouvements du municipalisme et du communalisme, c'est en partie parce que les tentatives et les expériences qui ont cherché à se débarrasser en fin de compte du capitalisme,
qui ont cherché à remplacer le capitalisme par l'État sont des expériences qui ont échoué. Justement, et bien évidemment, je pense au communisme d'État qui a traversé tout le XXe siècle et qui bien entendu, a essayé de remettre en question le capitalisme à travers l'idée que ce qui était essentiel, c'était de transformer l'organisation économique. Et le marxisme, en fin de compte, à partir du début du XXe siècle, a beaucoup contribué à mettre en place l'idée, d'une part, que l'État, que la prise du pouvoir d'État était le seul moyen à travers lequel on pouvait se débarrasser du capitalisme et remplacer le capitalisme par autre chose. Et cette idée, il me semble, dans la critique des formes de pouvoir en général et des formes de domination en général, cette idée est, de manière générale, tout ce qui a produit le marxisme, bon, qui évidemment est un mouvement et un ensemble d'expériences et de théories complexes. On ne peut pas réduire simplement le marxisme à une chose déterminée, mais tout de même, la forte orientation que le marxisme a mis sur l'État a contribué, en fait, y compris dans les formes de critique du capitalisme, à naturaliser l'État. Ça a conduit à naturaliser l'État, c'est-à-dire, en fait, à aboutir à l'idée que l'État était normal, que c'était la forme évidente du pouvoir politique, et que ce qui comptait essentiellement, c'était de transformer l'économie, de passer au socialisme, de socialiser l'économie. Or, et là, il me semble que je rejoins tout à fait Rodrigo. D'une part, ça n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que les expériences étatiques qui ont cherché à mettre en place le socialisme, elles ont toutes échoué. Ça, c'est évidemment le premier point, c'est un simple constat historique. Et puis, le deuxième point, c'est que du coup, puisque le socialisme lui-même vantait en fait les mérites de l'État, voulait s'appuyer sur l'État pour remplacer le capitalisme, ça a impliqué l'idée que l'État était neutre du point de vue du capitalisme. C'est-à-dire que c'est l'idée que voilà, l'État, c'est simplement une forme politique de représentation du peuple, et qu'ensuite on peut choisir l'économie qu'on veut. Or, ça, c'est une idée qui, il me semble, justement, a été invalidée historiquement par ce qui s'est passé au XXe siècle. C'est-à-dire que, et Rodrigo l'a dit, il est même parti de cette idée, en fait, l'État a partie liée avec le capitalisme, et notamment, voilà, même si ici je veux pas trop rentrer dans la discussion foucaldienne qui est complexe, parce que je pense que voilà, ça nous ferait un peu sortir de notre discussion. En réalité, c'est vrai que j'ai pas mal travaillé sur Foucault, mais là, j'ai pas proposé vraiment un cadre foucaldien d'analyse. J'ai plutôt proposé de voir l'État d'abord à partir de la question du pouvoir souverain. Ce qu'il faut tout simplement dire, c'est que le socialisme, en fait, ça suppose
le fait que les travailleurs puissent avoir une maîtrise sur l'organisation de l'économie, c'est-à-dire sur l'organisation de la production, sur l'organisation de la consommation. Et en fin de compte, ça ne peut être que démocratique. Ça ne peut être que démocratique parce que, voilà, si c'est l'idée justement que les travailleurs disposent d'un pouvoir partagé sur l'économie, eh bien, dans cette idée de pouvoir partagé, il y a l'idée de démocratie. Et donc, ce qu'on a oublié, c'est que la forme de l'État, et donc là, évidemment, c'est quelque chose que je souhaite affirmer, mais qui est évidemment une idée très forte sur la démocratie. La forme de l'État, en fait, elle est antinomique avec la démocratie. La forme de l'État, elle est antinomique avec la démocratie parce que elle consiste, à travers le mécanisme de la souveraineté, pour la très grande majorité des citoyens, à déléguer son pouvoir aux représentants et surtout au gouvernement, aux organes de l'exercice du pouvoir d'État. L'État, c'est le fait pour la majorité de la population de se déposséder de son pouvoir, du pouvoir égal que chacun a vis-à-vis des autres, pour le confier à un centre souverain, voilà, qui, en fonction du type ensuite de l'État auquel on a affaire, va prendre différentes formes. Voilà, le pouvoir monarchique, l'État monarchique confie le pouvoir entre les mains d'un seul. Voilà, dans les formes de démocratie représentative, c'est pas une seule personne, c'est un ensemble d'organes comme le Parlement, mais surtout comme le gouvernement. Et donc, comme Rodrigo l'a rappelé, en fin de compte, c'est une oligarchie. Ce sont des élites et des cercles d'élites dominantes qui dominent la politique. Donc, en résumé, il y a dans l'État quelque chose qui n'est pas du tout neutre. Il y a une asymétrie de pouvoir très profonde, une asymétrie du pouvoir entre les citoyens et entre les détenteurs, de ce pouvoir d'État. Et cette asymétrie de pouvoir, si vous voulez, elle est entremêlée avec le pouvoir économique. L'économie et la politique, bien sûr, ne sont pas séparées. Et ça explique effectivement le fait que l'État, en réalité, est largement intégré au mécanisme du capitalisme. Et en effet, dans les phases aujourd'hui néolibérales qu'on connaît, comme Rodrigo également l'a évoqué, l'État est en réalité n'est pas dominé par le capitalisme, mais il est un moyen d'augmenter en fait le pouvoir du capitalisme, voilà, à travers des mécanismes. Bon, voilà, c'est pas le sujet de les développer ici, mais par exemple comme la privatisation, comme la formation d'un cadre mondial de la concurrence. L'État donc est en effet parfaitement intégré au mécanisme du capitalisme, de sorte que en fait c'est là où la question des mouvements démocratiques et communalistes est importante. En fin de compte, pour critiquer et opposer une force au capitalisme, il faut également opposer une force à l'État, et il faut récupérer du pouvoir politique. Il faut récupérer du pouvoir politique. La question fondamentale des mouvements
démocratique, c'est en fait une double question, c'est celle du pouvoir politique et c'est celle du pouvoir économique, et c'est le fait par des mouvements de pouvoir justement récupérer du pouvoir. Et voilà une possibilité justement de récupérer du pouvoir par des mouvements. Donc là, je peux essayer de répondre sur la question du mouvement. Bien, c'est de faire en sorte que les mouvements démocratiques aboutissent à des institutions dans lesquelles les personnes ont davantage de pouvoir. Donc, ce qui est aussi extrêmement important dans notre discussion, c'est la question des institutions. C'est-à-dire le fait que ce qui est important dans un certain nombre de mouvements communalistes, c'est d'ailleurs un concept qu'ont mis en avant Dardot et Laval et qui me semble important, c'est l'idée de pouvoir instituant. C'est-à-dire que les mouvements sociaux ne sont pas seulement des mouvements qui demandent quelque chose à l'État, mais ce sont des mouvements qui mettent en place de nouvelles institutions. Qui mettent en place de nouvelles institutions qui peuvent être des contre-institutions. Voilà, par exemple, justement, si on prend le mouvement des Gilets jaunes, qui a été un large mouvement social en France, c'était pas seulement, il y avait des questions autour, par exemple, du pouvoir d'achat, mais c'était pas seulement de demander plus de pouvoir d'achat ou plus de pouvoir de consommer, il y a aussi tout un ensemble de revendications de ce mouvement qui a cherché à construire justement des formes d'assemblée. Il y a même une expérience dans le mouvement des Gilets jaunes qui s'est appelée l'Assemblée des assemblées, où les différentes assemblées de Gilets jaunes sur certains territoires se sont rencontrées de manière à essayer de construire un processus d'assemblée plus large. Ça n'est pas sans rapport avec ce que Rodrigo a évoqué sur les cabildos. Oui. Nous allons devoir clôturer la conférence. Je vous laisse terminer, mais oui, d'accord, excusez-moi, c'est difficile, il y avait énormément d'aspects qui ont été abordés, je suis désolé d'être aussi long. Donc, voilà, bon, pour clôturer et répondre au dernier point, effectivement, si vous voulez, pour voilà, dire les choses en un mot, les affaires de l'État, du capitalisme et du colonialisme ont eu partie liée, en fait. Ont eu partie liée et ils ont recouvert en fait un ensemble d'expériences démocratiques et un autre modèle politique possible. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les formes communales et démocratiques qui ont par exemple lutté contre l'esclavagisme, qui ont lutté contre le colonialisme. Dans les mouvements anticoloniaux et anti-esclavage, il y a effectivement des mouvements qui affirment ce genre de forme communale. Et en fin de compte, les communes et les communs présentent des formes qui nous permettent de concevoir une alternative. Presentan formas que nos permiten concebir una alternativa. Une alternative à ces logiques intégrées de l'État, du capitalisme et du colonialisme. Excusez-moi d'avoir été trop long. Non, je pense que la discussion, elle est tout à fait passionnante et on aurait pu rester, je pense, encore des heures à discuter, mais on doit malheureusement clôturer car il est midi. Donc, on tenait depuis l'ambassade de France et l'Institut français déjà à vous remercier tous les deux pour
cet échange et Pierre, votre conférence. Donc cette conférence, c'était la 4e du cycle des 150 ans de la Commune de Paris qu'on a entamé en décembre dernier. Donc il y a eu quatre conférences, notamment sur la Commune des femmes, l'internationalisation, et puis on l'a encore vu aujourd'hui, l'étude de cet événement historique qui a duré finalement très peu de temps dans l'histoire de France, puisque ce ne sont que 3 mois, a réellement participé de la construction de la démocratie française et a eu un écho au-delà des frontières, mais aussi dans le temps. Et on a trouvé que c'était tout à fait intéressant d'ouvrir un cycle sur la Commune de Paris au Chili, qui est en plein processus de transformation sociale et politique post-Estallido. Et comme tu as pu le montrer, donc l'héritage de la Commune de Paris est mondial. Enfin, si on regarde historiquement, il y a beaucoup de mouvements sociaux, mouvements politiques qui s'en sont fait les héritiers. Lénine en premier, en disant lors de la Révolution russe, nous sommes finalement la Commune de Paris qui a réussi, mais aussi avec des mouvements sociaux beaucoup plus actuels, comme le mouvement en Turquie. Tu l'as montré aussi avec Nuit debout en France, et que ce sont des mouvements sociaux qui se font directement les héritiers dans la forme avec, mais aussi dans le discours politique avec les assemblées populaires, mais que la Commune de Paris, elle a eu aussi une influence au niveau théorique. Donc, tu l'as aussi montré avec le communalisme, le municipalisme, mais aussi elle invite à toute la réflexion de manière indirecte sur les biens communs, puisque comme tu l'as montré, c'est une question à la fois de récupération de l'espace politique, de la parole politique, donc de la récupération du pouvoir par le peuple, mais ce n'est pas uniquement au niveau politique, c'est aussi au niveau économique. Donc comment on arrive à avoir des nouvelles formes d'auto-organisation des richesses et des ressources. Et donc ça pose bien évidemment la question de l'État, comme vous l'avez tous les deux ensuite souligné, les formes de l'État, la représentativité, la responsabilité de l'État. Et donc, c'est des questions qui sont tout à fait d'actualité au Chili comme en France, puisqu'on assiste, au moins dans les 2 pays, et comme l'ont montré les élections le week-end dernier, à une véritable crise de la représentativité, ou du moins de la démocratie représentative telle qu'elle est. Donc, ça permet de poser des questions de forme de démocratie. Voilà. Donc, je tenais à vous remercier encore une fois. Je tenais aussi à remercier tous les intervenants, donc Pierre Vermeyren, Laure Godino, Ludivine Bantini et Quentin Deluarmoz, qui sont aussi intervenus dans les autres conférences. Et puis les interlocuteurs chiliens, donc Rodrigo Garni aujourd'hui, mais c'était Serge Grèze il y a 2 semaines. Et puis Margarita Iglesias, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui avait animé la conférence sur la place des femmes dans la Commune de Paris avec Laure Godino. Donc toutes ces conférences pour les personnes du public sont sur la chaîne YouTube de l'Université du Chili, sur le Facebook de l'Institut français, et vous pouvez les trouver en accès libre pour les revoir. Merci encore à toutes et à tous.